Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce journal. Le conflit en Ukraine occupe la une de l'actualité. Le prince Albert II, par la voie d'un communiqué, a condamné fermement l'invasion russe et a exprimé son soutien à la population ukrainienne. Nous avons suivi les personnes qui se mobilisent pour collecter des biens de première nécessité en principauté. Et le directeur exécutif du Monaco Economic Board sera notre invité. Guillaume Rose nous expliquera quelles sont les conséquences pour les échanges économiques entre entrepreneurs russes et monégasques. Après avoir été montée à Monaco, la pièce de l'auteur monégasque Alain Pastor, Le rêve de Mercier, vient d'être jouée à Paris au théâtre de la Contrescarpe sous le regard du prince Albert II. Une équipe de Monaco Info était sur place. Les secrets de son processus de création révélés au grand public, l'auteur prolifique français Daniel Pénac donnait une conférence lundi soir au Théâtre des Variétés sous l'égide de la Fondation Prince Pierre et il sera notre invité dans ce journal. Nous ouvrirons les portes de l'atelier 23. Il s'agit du nom de l'un des ateliers qui accueille régulièrement des artistes en résidence. Nous découvrirons le travail des deux créatrices qui s'y trouvent actuellement. Comme chaque mardi, nous ferons le point sur le taux d'incidence et les dernières données chiffrées de la pandémie de Covid, ainsi que l'arrivée à Monaco du vaccin Novavax. Et puis nous nous rendrons sur les cours du Monte Carlo Country Club où les équipes de tennis monégasques et marocaines se préparent pour le tour de Coupe Davis qui les verra s'affronter en fin de semaine. Ouvrons donc tout d'abord un large chapitre consacré à la crise ukrainienne. Alors que les combats et l'offensive russe se poursuivent, la mobilisation internationale et les appels à la fin des hostilités se multiplient. Et hier soir, c'est le prince Albert II qui a à son tour condamné fermement l'invasion russe en Ukraine. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, à travers un communiqué officiel, le prince Albert II s'est exprimé. Le souverain condamne fermement l'invasion de l'Ukraine et exprime son entière solidarité à la population ukrainienne, victime des opérations militaires et des bombardements, tout en soutenant les appels en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. La principauté de Monaco réaffirme son attachement au respect du droit international, à la souveraineté, à l'intégrité et à l'indépendance des États. Elle considère que les désaccords et les conflits doivent être résolus par la seule voie du dialogue et de la diplomatie. Le prince souverain soutient toutes les initiatives visant à la cessation des combats, au retour de la concertation et au retrait des forces armées russes du territoire de l'Ukraine. Monaco se tient aux côtés de la population ukrainienne et appelle au respect du droit humanitaire. La principauté est prête à apporter son concours aux organisations humanitaires courageusement engagées sur le terrain. Conformément à ses engagements internationaux, la principauté a adopté et mis en œuvre sans délai des procédures de gel de fonds et de sanctions économiques identiques à celles prises par la plupart des États européen. Le Conseil national, lui aussi, se dit solidaire du peuple ukrainien. Oui, le bâtiment du Conseil national a pris hier soir les couleurs du drapeau ukrainien. Par ce geste symbolique, le Parlement monégasque se joint au message du prince qui condamne fermement l'invasion de l'Ukraine. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, et ses élus expriment tout leur soutien au peuple ukrainien. Profondément attachés aux valeurs de souveraineté de chaque État, de démocratie et de liberté, ils se font aussi l'écho de la communauté monégasque bouleversée et assurent le peuple ukrainien de leur soutien et de leur compassion dans les terribles épreuves qu'ils traversent et forment les vœux d'un retour rapide à la paix. Et à Monaco, les initiatives sont nombreuses pour venir en aide à la population ukrainienne. Des points de collecte ont été installés aux quatre coins de la principauté. Voyez ce reportage de Juliette Rappert, Thomas Deus et Alexandra Marangoni. Elles sont ukrainiennes, russes ou encore lituaniennes. Plusieurs résidentes de la principauté organisent des collectes de dons pour venir en aide au peuple ukrainien. C'est dans un hangar près du Marriott, mis à disposition gracieusement par la mairie de Monaco, qu'une dizaine de personnes réceptionnent et trient les dons. Ces denrées seront ensuite acheminées par camion près de la frontière polonaise. Pour l'instant, on n'a pas créé une association parce que c'était quelque chose en urgence. Mais juste, nous sommes ukrainiennes, oui, mais il y a des gens qui sont russes aussi, mais qui vivent très mal cette situation. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent, son mieux pour aider à cette situation.
Un autre point de collecte existe du côté de Saint-Roman, sur le parking du Monte Carlo Country Club. Tous les soirs, un camion vient chercher les vêtements et denrées apportés pendant la journée. Une initiative supervisée par Zoya, dont la famille est encore bloquée en Ukraine. Ma mère, ma famille, ma soeur, tout le monde, ils sont là. Ils ne peuvent pas partir et ils ne veulent pas partir en fait. Et je ne peux rien faire. Et moi je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de gens de Monaco, de France du Sud, mais par tout le monde, il aide. Un dernier point de collecte se trouve à la conciergerie du Monte Carlo Sun en partenariat avec l'association AMLA. Ce sont donc 3 points de collecte présents au total en principauté où vous pouvez déposer vêtements chauds et produits de première nécessité. Et avant que n'éclate ce conflit, les liens économiques entre entrepreneurs russes et monégasques étaient étroits. Le Monaco Economic Board devait d'ailleurs se rendre à Saint-Pétersbourg au mois de juin prochain. Pour faire le point sur les conséquences actuelles et à venir sur ces échanges économiques, nous sommes avec le directeur général exécutif du MEB. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Patricia. Vous êtes un fin connaisseur de la Russie. Vous avez conduit de nombreuses missions lorsque vous étiez à la tête de la direction du tourisme et des congrès, puis au Monaco Economic Board. Ce conflit en Ukraine et cette offensive russe très largement condamnée, au-delà du drame humain bien évidemment qu'elle engendre, est-ce que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'économie? C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. En fait, au-delà du drame humain, évidemment que ça pose, l'économie entière de la planète est remise en question. Il faut savoir que du Japon jusqu'au Portugal, en passant évidemment par les États-Unis, l'ensemble de l'Amérique du Sud, l'Australie, bref, l'économie du monde est chamboulée. Donc pour nous, ce n'est plus du tout la même chose. Et tous les liens que nous avons bâtis avec la Fédération de Russie depuis 2015, l'année de la Russie à Monaco, mais depuis bien plus longtemps en fait, sont maintenant mis à plat. Oui, parce que les liens sont importants entre acteurs économiques russes et monégasques. Alors, ce n'est peut-être pas une part considérable, bien évidemment, des échanges commerciaux avec d'autres pays du monde, mais cela a une part, en tout cas, importante d'un point de vue relationnel. Oui, exactement. C'est-à-dire que les échanges de la Principauté de Monaco, des entreprises de la Principauté de Monaco avec les autres pays sont généralement extrêmement importants en Europe de l'Ouest. Ils sont aussi importants avec l'Afrique. Et avec la Russie, nous avons une part d'échange qui est relativement marginale, mais qui en revanche est très forte d'un point de vue, je dirais, social. En fait, il faut savoir que les histoires entre Monaco et la Russie remontent à la fin du 19e siècle. Et depuis la fin du 19e siècle, nous avons, en dehors de la période communiste, bien sûr, qui a duré 70 ans, nous avons toujours eu un lien très très fort entre Russie et Monaco. Et aujourd'hui, nous sommes déchirés de voir à quel point ce lien se distend. Oui, c'est un lien qui va d'ailleurs bien au-delà de l'économie, on pense à la culture notamment. Mais quels sont les secteurs, plus particulièrement les entreprises monégasques, qui seront les plus impactés par les sanctions prises à l'encontre de la Russie? Alors nous avons certaines entreprises dans le trading, nous avons certaines entreprises dans le pétrole. Nous avons des entreprises qui risquent d'être extrêmement impactées, en fait qui ne le risquent pas, qui le sont déjà. Donc on est en train, dans le tissu économique monégasque, de trouver des plans B, de trouver des solutions alternatives. Mais c'est terrible pour nos amis russes et ukrainiens, parce que quelque part, ils se séparent complètement de nous. Mais donc aujourd'hui, les échanges commerciaux qui existaient au préalable, que ce soit avec l'Ukraine ou la Russie, sont au point mort. Oui, ils sont au point mort, soit parce qu'un pays qui est en guerre et qui ne peut pas réagir est obligé évidemment de couper l'ensemble de ses échanges économiques, soit parce qu'un pays qui est un agresseur est mis au banc de la communauté internationale et à partir de là, évidemment, Monaco est au diapason de la communauté internationale et nous, de notre côté, au Monaco Economic Board, nous ne pouvons pas faire à moins que de suivre les directives qui sont européennes ou mondiales. Guillaume Rose, avec le MEB, vous deviez vous rendre au mois de juin, je crois, à Saint-Pétersbourg. Alors, cela semble bien évidemment compromis. Oui, non seulement nous devions nous rendre au mois de juin, mais en plus nous devions accompagner les ballets de Monte Carlo en avril à Saint-Pétersbourg, qui est probablement une des plus belles villes du monde. Et malheureusement, tout cela, c'est fini. Nous n'allons ni à Saint-Pétersbourg en avril, ni en juin. Et nous espérons un jour pouvoir revenir en Russie, dans une Russie différente. Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Voilà pour ce dossier sur le conflit en Ukraine et ses répercussions.
Passons au volet culturel de ce journal en nous rendant à Paris où il a été jouée une pièce de théâtre Made in Monaco, Le Rêve de Mercier. C'est l'histoire d'une rencontre improbable et romancée entre deux personnages que tout semble opposer sous la Révolution. Cette représentation est inspirée de l'histoire de Monaco. Elle a été donnée au théâtre de la Contrescarpe en plein cœur du quartier latin. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont assisté à la représentation. Comment vas-tu ce matin, citoyenne Thérèse? Ou plutôt, avez-vous passé une bonne nuit, Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, ci-devant princesse Grimaldi de Monaco? Eh bien, vous ne réagissez pas? Jeune aristocrate française, devenue princesse de Monaco par mariage, est emprisonnée depuis plusieurs mois. Elle attend sa comparution devant le tribunal révolutionnaire qui pourrait la conduire à l'échafaud. Une pièce de théâtre inspirée de la véritable histoire de la principauté quelque peu romancée. Mais ce n'est pas votre éducation qui me déplaît. Ce sont vos origines. Mes origines. Oui, ce sont contre elles que la révolution s'est faite. Vous êtes une aristocrate! Qui s'appelait Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville et qui est détenue sous la Terreur depuis quelques mois. Et elle est confrontée à l'arrivée soudaine dans sa cellule de l'écrivain Louis-Sébastien Mercier, qui est supposé être un révolutionnaire, mais qui en l'occurrence est lui aussi prisonnier pendant cette période. L'idée, elle est ancienne, c'est-à-dire j'ai toujours été ému par le destin de cette jeune princesse, de cette jeune mère, qui a été finalement guillotinée sous la Révolution. Et au-delà de ce destin tragique, c'est surtout la coïncidence de cette mort avec la conjuration contre Robespierre, qui de fait met fin à la terreur, et à quelques heures près, elle aurait pu être sauvée. J'avais visité Monaco avec mon époux. Après une première représentation au théâtre Princesse Grace, c'est à la Contrescarpe, dans le quartier latin à Paris, que la pièce a été programmée. Parmi le public venu nombreux, le souverain qui avait fait le déplacement a véritablement été séduit par la représentation. Je remercie Alain Pastor et je le félicite pour ce très très beau travail et servi par de très beaux comédiens, donc un très beau texte. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de revoir et de pouvoir retracer cette histoire que j'avais, bien sûr, que je connaissais. C'est une partie de l'histoire de Monaco qui est méconnue du grand public, et je suis très heureux que grâce à cette pièce, on puisse raconter cette histoire émouvante et touchante. Tout mon corps se met à trembler. Le Rêve de Mercier a gagné le pari de sortir des frontières monégasques pour se confronter au public parisien. La pièce se jouera dans différents théâtres de la capitale et pourquoi pas en tournée sur le territoire français. Le temps où j'aimais à visiter les églises. Accéder à l'intime, découvrir le processus très personnel de création qui précède la parution d'un livre. C'est avec toujours cette envie de partager avec son public que l'écrivain Daniel Pénac a répondu à l'invitation de la Fondation Prince-Pierre lundi soir pour donner une conférence sur son travail d'écrivain. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir Daniel Pénac. Bonsoir. Vous êtes venu évoquer notamment à Monaco votre processus créatif pour interviewer régulièrement des artistes, des peintres, des sculpteurs lorsqu'on leur demande ce qui les a guidés ou le message qu'ils souhaitent faire passer. Ils nous disent souvent que la réponse est dans leur œuvre. Alors vous, certes, vous êtes habitué à jouer avec les mots, mais est-ce qu'il est facile d'expliquer ce qui relève aussi de l'intime? Assez souvent, je réponds pour raison de santé. Je crois que nous écrivons tous pour raison de santé, la nôtre et celle de nos contemporains. C'est une des raisons fondamentales d'écrire. Personnellement, j'en ai une autre, c'est que quand j'étais gosse, on me disait beaucoup « tais-toi ». Donc j'ai décidé de raconter des histoires absolument à tout le monde. Comment travaillez-vous? Vous avez déjà en tête la trame et même l'issue de l'histoire dans laquelle vous vous apprêtez à vous lancer? C'est variable. Est-ce que j'ai la trame de l'histoire dans la tête? Non. J'ai des thèmes. Quelquefois, quand j'ai de la chance, j'ai une structure préliminaire, pas complète. Quand j'étais jeune, je répondais que
Je connaissais tout mon bouquin au chapitre près. Avant de commencer, ma femme me traitait de menteur. Elle disait « c'est pas vrai, tu changeais énormément ». Et le fait est qu'il y a un coefficient hasard dans l'écriture qui guide ce qui était jadis la plume pour arriver à un ensemble. On ne maîtrise pas quelque chose d'aussi fluide, complexe, contradictoire qu'un roman. Le roman, ça ne se maîtrise pas comme ça. Vous avez également écrit pour le théâtre ou le cinéma. En quoi est-ce un exercice différent? Ah, le scénario au cinéma, il est débarrassé du coefficient stylistique. Dans un scénario, vous ne vous préoccupez pas du style de l'écriture. Ce dont vous vous préoccupez, c'est la justesse des plans, la rythmique, etc. Donc c'est une écriture très différente. Et généralement, vous ne la faites pas seul. Vous la faites avec le réalisateur ou avec d'autres scénaristes. C'est très différent. Certains lecteurs disent avoir été littéralement pénétrés par vos récits. C'est une lourde responsabilité tout de même. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à manipuler le lecteur à défaut de seulement l'emmener avec vous? Tout romancier est un manipulateur. Et alors là, vraiment, ça date de la nuit des temps. Si vous imaginez que Proust ne vous a pas manipulé, et Céline, et Rabelais, et bien sûr que très souvent on spécule sur la surprise, et ce soir même d'ailleurs, pendant cette conférence, si on ne veut pas trop s'ennuyer, il faudra que je spécule sur la surprise. Et est-ce que d'autres auteurs vous ont inspiré également? Parce que Le Bonheur des ogres, si je ne dis pas de bêtises, fait écho au Bonheur des dames de Zola. Lui aussi aimait les sagas, un peu comme votre saga sur les Malocènes. Oui, Le Bonheur des ogres, le Bonheur des ogres a été beaucoup plus influencé par autre chose, qui est le philosophe René Girard. Malocène est un bouc émissaire professionnel. Et René Girard avait théorisé sur le rôle du bouc émissaire dans la constitution des communautés humaines, à commencer par exemple par le christianisme, des religions même. Donc le Christ, c'était le bouc émissaire majeur. Et c'est en lisant le travail de René Girard que j'ai eu le désir vraiment profond de vulgariser, au sens populaire du terme, ce thème philosophique majeur. Il y a deux thèmes majeurs chez René Girard, le bouc émissaire et ce qu'il appelle le désir mimétique. Mais on en parlera plus tard aussi. Vous faites partie des auteurs dits prolixes et très lus surtout. Lorsque vous avez commencé à avoir ce succès, vous n'avez pas eu cette fameuse peur de la page blanche ou la peur de ne plus trouver l'histoire qui captiverait le lecteur? D'abord, je ne suis pas si prolixe que ça. Le Malocène que je suis en train d'écrire, ça fait 5 ans que je suis dessus. Et si vous alliez, là, en ce moment, expliquer à mon éditeur que je suis un romancier prolixe, vous feriez gronder. Hein. Ce sera le dernier volume qui s'intitulera « Le dernier des Malocènes ». Comme ça, on ne sera pas dans l'ambiguïté. Et nous nous y plongerons avec grand plaisir. Daniel Pénac, merci d'avoir accepté notre invitation lors de cette étape à Monaco. Merci à vous. Merci beaucoup. Dirigeons-nous à présent vers l'atelier 23 sur le quai Antoine Ier. Il s'agit de l'un des 6 ateliers qui accueillent des artistes en résidence sous la tutelle de la Direction des Affaires culturelles. Cette mise à disposition d'ateliers temporaires permet la conception et la réalisation de projets artistiques. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni vous présentent les 2 nouvelles résidentes. Elles s'appellent Céline Pagès et Eva Dmitrenko. Ce sont 2 artistes diplômés du pavillon Bozio. Elles bénéficient toutes les 2 depuis début février et ce pendant 6 mois d'un atelier situé sur le quai Antoine Ier mis à leur disposition par la Direction des Affaires culturelles. Nous sommes à l'initiative de l'attribution des ateliers d'artistes puisque nous tenons notre comité 2 fois par an. Donc nous sommes vraiment ravis que notre comité ait choisi ces 2 artistes pour participer à la fois
à la vie monégasque, mais également à la vie créative de ces ateliers. Ces deux artistes aux univers différents ont plusieurs projets en commun. Tout d'abord, la création d'un livre bien particulier. On a décidé d'associer nos pratiques avec Céline, c'est-à-dire que Céline produit des papiers et je fais de la broderie et nous souhaitions trouver une façon d'exposer notre travail ensemble. Donc c'est un travail à la fois très technique, parce que évidemment il faut qu'un papier soit suffisamment souple, suffisamment solide pour accueillir ces broderies, et puis extrêmement créatif parce qu'on va pouvoir faire rencontrer nos deux univers. Chaque page sera confectionnée et ensuite brodée dans cet atelier. L'objectif, une exposition transportable. Autre projet, une commande de la SBM, des Roses des Vents. Le but, c'était de lier l'histoire de la principauté et des roses en proposant donc des moulins à vent qui tournent avec le vent, mais en travaillant la forme des pales. Donc ça, c'était notre travail plastique, voilà, de vraiment se rapprocher en termes de couleurs, en termes de palette, en termes de teintes des fleurs, en fait, et donc de mélanger à la fois la force du vent qui fera tourner ces roses et l'arrivée du printemps. Chaque année, nous décidons des thèmes trimestre par trimestre. Le trimestre pour le printemps était la vie en rose. On pensait qu'il y aurait un bal de la rose, il n'y a pas de bal de la rose, et on n'aurait jamais imaginé qu'il y ait des événements aussi tristes qui se passent en ce moment. Mais on maintient ça parce qu'il faut aller de l'avant quand même. Essayons donc de voir la vie en rose malgré le contexte anxiogène. Pour cela, 155 roses des vents, dont les plus grandes mesurent 3 mètres de haut, seront plantées devant l'Ermitage, le One Monte-Carlo, les Boulingrins et l'avenue Monte-Carlo du 8 mars au 8 mai. Un projet très poétique à découvrir, donc grandeur nature, dès la semaine prochaine. Christine Datomel nous rejoint pour développer les autres grands titres de l'actualité, dont les chiffres hebdomadaires de la pandémie de Covid à Monaco. Christinda. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 27 février inclus. 3748 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 21 février dernier, révélant ainsi un taux de positivité de 9,02%, soit un taux d'incidence de 493. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid, dans la perspective de l'arrivée prochaine du vaccin Novavax à Monaco, les personnes qui souhaiteraient en bénéficier sont invitées à en informer le centre d'appel Covid-19. Oui, joignable au 92 05 55 00, 7 jours sur 7, de 8h à 20h ou en ligne sur le site internet du gouvernement dédié à la vaccination. Le nouveau vaccin est un vaccin dit sous-unitaire, c'est-à-dire à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire. À noter que le schéma de primo-vaccination de ce vaccin nécessite l'administration de 2 doses espacées de 3 semaines. Il est en outre précisé que son utilisation n'est pour l'heure autorisée que chez les personnes âgées de 18 ans et plus, non vaccinées ou qui ont reçu une seule dose de vaccin, quel qu'il soit, à l'exception du vaccin Janssen. Il ne peut donc être administré comme dose complémentaire ou 3e dose. Tout autre chose, le vernissage de l'exposition consacrée à l'artiste congolais Pili Pili a eu lieu lundi soir à la Maison Arcurial. Dirigé par Christophe Persson, le département d'art contemporain africain a décidé d'organiser une exposition des œuvres de cet artiste au sein de leur bureau situé au 9 boulevard des Moulins, résolument engagé dans la promotion et la valorisation de la création en Afrique. L'équipe de spécialistes vise à sensibiliser un nombre croissant de collectionneurs à la richesse et à la diversité de la création artistique moderne et contemporaine en Afrique. Une exposition pleine de couleurs intitulée « Un hymne à la vie » à découvrir jusqu'au 11 mars à la Maison Arcurial. Une information pratique, une nouvelle ligne de bus dessert la rue Platy. Effectivement, soucieux d'améliorer constamment l'offre de service des bus, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle ligne, la ligne numéro 7. Elle dessert donc depuis hier le quartier Platy. Dans un premier temps, à titre expérimental, cette nouvelle ligne bénéficie d'un minibus 100% électrique d'une capacité de 22 places. À partir du terminus Place d'Armes Charles III, point de départ et d'arrivée de la ligne, le minibus effectuera une boucle scandée par 3 arrêts dans le quartier Platy et un 4e avenue Prince-Pierre. Le gouvernement et la CAM procéderont cet été à un bilan complet de son usage afin d'évaluer si la desserte doit être pérennisée.
Du sport et du tennis, c'est l'événement sportif de la fin de la semaine. Monaco reçoit le Maroc vendredi et samedi au Monte-Carlo Country Club pour une rencontre décisive en Coupe Davis. En cas de victoire, les Monégasques valideraient leur retour dans le groupe 2. Frédéric Elion et Lionel Bernardi ont assisté à leur entraînement ce matin. Ils sont éparpillés aux 4 coins du monde toute l'année sur les tournois ATP, le circuit Challenger ou les futurs. Luca Catarina, Valentin Vachereau, Romain Arneaudo et Hugo Nice se sont retrouvés depuis lundi à la maison au Monte-Carlo Country Club pour préparer le rendez-vous décisif de Coupe Davis face au Maroc en fin de semaine. Plus qu'une équipe de tennis, cette bande d'amis a un objectif: gagner la confrontation face aux Marocains pour retrouver leur place dans le groupe 2. Oui, on les connaît bien, il n'y a pas que Ben Chitrit, les autres aussi sont des joueurs vraiment dangereux. Ils ont aussi un joueur qui a été très bien classé, Wahab, qui a le plus d'expérience, je pense, d'entre nous. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est une rencontre qui est 50-50. C'est toujours spécial parce que c'est le seul moment de l'année où on est en équipe, puis on représente un pays. Donc pour moi, jouer pour Monaco, c'est toujours quelque chose de spécial. Donc voilà, et puis en plus là, jouer à Monaco, c'était pas vraiment attendu, donc c'était une belle surprise. Et donc, voilà, je suis très content de pouvoir jouer ici. Luca Catarina et Valentin Vachereau ont joué en Turquie la semaine dernière, sur terre, pour retrouver des repères sur la surface. Après une première sélection en Coupe Davis en juin dernier sur un format particulier avec une phase de poule, puis une finale d'accession, Valentin retrouve un format plus classique. On va dire c'est un peu plus la vraie Coupe Davis, une rencontre sur 2 jours avec du public à domicile. Voilà, c'est ce qui fait rêver. C'est moi depuis que j'ai 6 ans, je venais ici, j'ai raté l'école le vendredi pour venir voir la Coupe Davis et maintenant me dire que voilà, j'espère pouvoir jouer et ça va être super. En double, Monaco pourra s'appuyer sur la redoutable et expérimentée paire composée de Romain Arneaudo et Hugo Nice. Jamais les 2 joueurs n'ont perdu le moindre set quand ils ont joué ensemble en Coupe Davis. Et le Monte-Carlo Country Club leur réussit bien, avec notamment une demi-finale en 2017 au Rolex Monte-Carlo Masters. Ce journal touche à sa fin. Prenons connaissance des prévisions météo pour la journée de mercredi, Chrisinda. Mercredi, quelques passages nuageux sont prévus. Le temps se couvrira progressivement l'après-midi. La journée se partagera donc entre le gris et le bleu. Le thermomètre oscillera entre 4 et 10 degrés. L'eau de mer sera quant à elle à 14. Le soleil se lèvera à 7h04 et se couchera à 18h20. Mercredi, nous fêterons les Charles. Merci Chrisinda, ainsi se referme ce journal. Nous vous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition. Et pour se quitter ce soir, les jolies petites bouilles et costumes des tout petits qui fêtaient aujourd'hui le carnaval, tous plus beaux les uns que les autres. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.